Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Cédric Van Stevendel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Villeurbanne, heureux maire de Villeurbanne, qui sera capitale de la culture 2022. Alors expliquez-nous, c'est la première fois que le ministère de la Culture décerne un titre de capitale française de la culture. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? C'est en fait une idée qui vient d'autres pays européens. En Angleterre et en Italie, ça existe déjà. C'est Bernard Fèvre-Darcier qui a convaincu les ministres, puisque Roselyne Bachelot est la ministre qui le met en place, mais c'était la ministre précédente qui avait été convaincue de mettre en place ce dispositif. Et il s'agit de mettre en avant, pendant une année, une ville en France entre 20 000 et 200 000 habitants. Donc Villeurbanne passait dans les fourches codines de ce règlement pour présenter ce qui se fait en matière de culture sur le territoire français, tout simplement. Alors vous avez gagné face à des candidatures d'Angoulême, Brest, Laval, Le Mans, des villes de cette dimension-là. Vous avez annoncé la programmation la semaine dernière assez curieusement, pour un titre de capitale française, vous voulez éviter les paillettes. En fait, pour gagner, il fallait donner à voir que notre politique culturelle, elle est transformée sur la durée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une année événementielle. Et c'est vrai que nous, on s'est attaché à cela, notamment en proposant, et c'est là-dessus qu'on a gagné, de créer dans chacun des groupes scolaires villeurbanais, dans les 25 groupes scolaires villeurbanais, des lieux dédiés à la culture, dans lesquels on aura des médiateurs qui sont embauchés en CDI, c'est-à-dire que ça va rester après 2022, pour créer des projets culturels entre les enseignants, les enfants, et puis les artistes du territoire ou pas du territoire d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose de très structurant, d'assez coûteux aussi, il faut le dire. Et donc, c'était le cœur de notre programmation. Nous, on a pensé à un moment qu'on allait perdre là-dessus, puisque c'était pas assez, entre guillemets, paillettes, pas assez d'événements. Et pour autant, le jury nous a fait confiance sur cet aspect-là. Alors, ce qui fait qu'entre-temps, on a travaillé, parce qu'on s'est dit, maintenant qu'on a ce label-là, il faut aussi qu'on ait des propositions un peu d'envergure nationale et internationale. Et c'est vrai qu'on a enrichi notre programmation depuis, notamment en annonçant le fait qu'on allait fêter les 40 ans de la musique, la fête de la musique avec Lyon et Villeurbanne en piétonnisant l'axe. Un grand banquet de 6 km entre Lyon et Villeurbanne. La rue de la musique, si on veut l'exprimer comme ça, depuis la place Maréchal Lyotet à Lyon jusqu'au pont de Cusset, donc un immense endroit où on va retrouver l'esprit original de la fête de la musique. Et puis les arts de la rue seront au rendez-vous aussi. C'est l'ADN de Villeurbanne, les arts de la rue. Et là, on a une des compagnies les plus réputées au niveau mondial, Royal de Luxe, qui va nous faire une création spéciale dédiée à Villeurbanne et qui sera jouée en septembre. Voilà, quelques éléments complémentaires, mais c'est 800 événements, beaucoup d'événements qui sont produits par des acteurs villeurbanais, mais aussi métropolitains. Et ça, c'est une nouveauté quand même. C'est-à-dire, dès qu'on a eu ce label, on a beaucoup de structures métropolitaines qui sont venues à nous en nous disant voilà ce qu'on a dans la programmation 2022, ça nous semble en phase avec votre projet Place aux Jeunes, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on coproduise un certain nombre d'événements? Et je crois qu'ils seront quasiment tous là, Villa Gilet, Opéra, Musée des Confluences, Musée Lugdunum, les Nuits de Fourvière, enfin tout le monde a joué le jeu, donc bien sûr ça va être un moment villeurbanais, mais je crois que ça va être aussi un très beau moment métropolitain. Alors on sait que vous êtes socialiste dans une majorité écologiste. J'ai entendu dire que vous ne vouliez pas que cet événement soit l'événement des city breaks, que vous ne vouliez pas faire venir des gens de toute l'Europe pour cet événement. C'est devenu tabou, le rayonnement culturel ? Non, mais pour Villeurbanne, déjà, le fait qu'on parle d'elle et qu'on la pose sur une carte de France, c'est déjà pas mal. Et ce que je dis, c'est que notre objectif n'est pas simplement d'être sur une logique touristique pour faire venir des gens à Villeurbanne. Et qu'en tout cas, on ne veut pas dévoyer notre identité sous prétexte de faire venir des gens. Mais par contre, moi, je suis très heureux si les Françaises et les Français viennent découvrir notre ville. Je crois que notre ville, avec son histoire, a des choses à dire à ce pays, à la manière dont on peut aussi trouver les moyens de continuer à vivre ensemble. Donc, loin de moi l'idée de ne pas attirer tout le grand public, mais simplement, notre programmation n'est pas une programmation qui vise uniquement à faire du tourisme culturel. On a quelque chose à dire à la France en matière de culture. Alors, c'est aussi un titre qui avait été créé pour corriger très à la marge une inégalité profonde. On sait qu'il y avait le chiffre qui était sorti, c'était 139 € investis par le ministère de la Culture dans la région parisienne, 15 € par habitant pour le reste des Français. Et encore, on ne parle que de la région parisienne. Si on faisait juste Paris intramuros, on se rend compte qu'en France, la culture, c'est Paris. Ce n'est pas le million d'euros qui est attribué à la capitale française de la culture qui va changer ce déséquilibre. Non, ce n'est pas ce million d'euros qui va changer le déséquilibre, mais
Vous savez que je n'ai pas une grande accointance avec le gouvernement actuel, mais il faut aussi noter quand les évolutions sont positives. Et je trouve qu'aujourd'hui, le ministre de la Culture, le ministère de la Culture, a une approche des territoires. Elle a notamment d'ailleurs créé une délégation au territoire avec des appels d'offres pour l'urbanisme transitoire, sur des projets de tiers-lieux, etc. Donc on sent des frémissements. J'espère que ça va se maintenir, mais en tout cas, on sent aujourd'hui que la culture a besoin de se faire, de se développer sur les territoires et qu'on commence à avoir un début d'oreille sur cette question-là. Alors, ça ne concerne pas que la ministre, ça concerne aussi l'administration. On voit des DRAC, et notamment, je pense à Marc Drouet, le DRAC de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui défend beaucoup son territoire et qui défend beaucoup ces orientations-là. Donc, ça va plutôt dans un sens qui est intéressant à suivre, me semble-t-il. J'ai noté qu'il y aurait 700 événements, dont une trentaine de festivals. Ça commencera dès le mois de janvier jusqu'à décembre. Ouais. À quel moment vous donnez rendez-vous aux habitants de l'agglomération ? 800 événements en tout. Et ça commence le 7 janvier par l'inauguration qui se fera d'abord dans une école, dans ces fameux lieux dédiés à la culture que j'évoquais, suivi par une grande déambulation populaire avec la compagnie Off et avec des girafes très très grandes éclairées de l'intérieur qui nous emmèneront jusque vers le TNP pour un certain nombre d'autres animations. On aura également une œuvre qui a été proposée par l'Institut d'art contemporain qui aurait dû se faire pendant le confinement et qui n'a pas pu se faire, qui est une immense œuvre collective avec un très très grand drap blanc tendu et une centaine de personnes qui le portent et qui font œuvre ensemble. Et à cause du Covid, la proximité des 100 têtes qui émergent de ce drap n'avait pas pu se jouer. Donc ça sera aussi une œuvre d'art contemporain qui va être présentée au cours de cette déambulation et puis d'autres choses. Alors vous êtes par ailleurs porte-parole de la candidate socialiste à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui est aussi maire de Paris. Elle, j'imagine qu'elle n'est pas trop chagrinée de voir l'essentiel du budget de la culture au sein de sa ville. Ah, écoutez, en tant que maire, peut-être qu'elle se pose la question, mais je crois qu'Anne Hidalgo, en tant que candidate à la présidentielle, est très attachée à la question de l'égalité entre les territoires et surtout, elle est très attachée au fait des territoires, leur capacité à proposer un certain nombre d'évolutions dans les politiques publiques. Et c'est notamment pour cela qu'elle m'a demandé, avec d'autres maires, avec d'autres élus de conseils généraux, de s'engager à ses côtés pour se dire que certainement la candidate dont on a besoin demain et la présidente qu'on espère avoir demain, ça doit être une présidente qui s'appuie sur ce qui se passe dans les territoires. On ne peut plus avoir des politiques descendantes qui expliquent à la France comment on va régler ses problèmes alors qu'au quotidien on sait que c'est extrêmement difficile et on a besoin d'avoir aussi des retours d'expérience et des idées qui émanent d'un certain nombre de territoires. Et aujourd'hui, les villes qui sont gérées par des socialistes ou par des hommes et des femmes de gauche arrivent à faire un certain nombre de propositions qui fonctionnent sur les territoires. Et ça, on a envie de le voir arriver à un niveau national. Et moi, c'est pour ça que je me suis engagé aux côtés d'Anne Hidalgo. Et est-ce que vous partagez l'admiration qu'elle vient d'avouer pour Nicolas Sarkozy ? Écoutez, moi, je ne partage pas tous les sentiments d'Anne Hidalgo, qu'elle admire Nicolas Sarkozy, tant mieux pour elle. Moi, aujourd'hui, je n'admire pas Nicolas Sarkozy, parce que je considère que Nicolas Sarkozy a été un des premiers à cliver le territoire, à cliver la France, à opposer ceux qui seraient des gens bien à ceux qui seraient des gens pas bien, ceux qui travaillent pas, ceux qui veulent travailler plus, ceux qui veulent pas travailler plus. Et donc je crois qu'on paye encore aujourd'hui Nicolas Sarkozy dans ce clivage qui a été mis en place dans notre pays et sur lequel chacune et chacun surfe aujourd'hui. Donc je n'ai pas d'admiration pour Nicolas Sarkozy dans ce qu'il a porté. Après, je respecte parfaitement l'homme d'État qu'il a été. Je vous posais la question, c'est pas difficile d'être le porte-parole d'une candidate qui semble peiner à exister dans cette campagne présidentielle ? On est le 15 novembre, c'est ça ? Le 17 novembre, Macron a commencé à apparaître en 2017. Donc vous voyez qu'on est tôt quand même dans ces processus de désignation de candidats à la présidentielle. La droite n'a pas encore choisi, etc. Donc moi, je pense qu'on a du temps devant nous. Et si je me suis engagé dans cette campagne, c'est parce que j'y crois profondément. Alors parfois, ça fait sourire, mais c'est pas grave. Vous savez, moi, j'ai l'habitude qu'on sourit quand je dis que je crois profondément à certaines choses. Mais je crois que Anne Hidalgo est la candidate qu'il nous faut aujourd'hui, qui peut battre Macron, qui, on l'a vu encore dans son intervention surréaliste du 9 novembre dernier, sous prétexte de nous annoncer l'obligation d'une 3e dose obligatoire, finalement on nous présente un programme, et un programme qui ne bouge pas d'un iota sur les constats, moi qui me désole, c'est-à-dire un programme qui va de nouveau privilégier celles et ceux qui ont déjà tout, qui va de nouveau stigmatiser celles et ceux qui cherchent un emploi et qui demandent à trouver cet emploi. Si c'est ça le programme de Macron, ben ça me convainc encore plus de soutenir Anne Hidalgo pour la présidentielle. La petite musique qu'on entend du côté du PS, c'est pour Anne Hidalgo, j'irai jusqu'au bout, même si elle se retrouve reléguée derrière Yannick Jadot, derrière Jean-Luc Mélenchon. La gauche est suicidaire à cette campagne présidentielle. La gauche, je voulais dire l'ensemble des partis qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Si c'est ce que vous voulez dire,
Moi, je suis de ceux et celles qui sont pour un rassemblement, pour faire en sorte que la gauche ait un projet à opposer au président Macron, qui nous a fait croire qu'il était ni de droite ni de gauche, qui en fait qui est de droite. Donc je suis de ceux qui veulent effectivement que la gauche se rassemble. En l'état actuel, les conditions ne sont pas réunies, mais encore une fois, vous savez, les campagnes, il y a toujours plein de surprises, donc laissons un peu de temps au temps. D'abord, je crois que les Françaises et les Français n'ont pas bien l'esprit tout à fait à cette campagne, et que tout ce qui sort, toute cette espèce d'écume, parfois nauséabonde, disons-le aussi, à cause de certains candidats, pour l'instant n'est pas à la hauteur de cette campagne, et moi je considère que cette campagne, elle n'a pratiquement pas commencé en fait. Et donc vous pensez que dans la dernière ligne droite, il faudra que les candidats moins bien placés à gauche se retirent en faveur du mieux placé ? Je pense qu'il faut d'abord organiser les conditions de la rencontre entre une femme ou un homme et le peuple français. Et que pour l'instant, les conditions d'organiser cette rencontre ne sont pas réunies, parce que la campagne n'est pas à la hauteur. Elle est encore une fois tournée uniquement sur un seul registre, qui est celui de la haine de l'autre, qui est celui de la division du pays. Et ça, c'est pas à la hauteur. Et je suis assez fier, moi, d'être dans l'équipe d'Anne Hidalgo, qui, dès le début de sa campagne, a mis les vrais sujets au cœur de la campagne politique. Les salaires, la revalorisation des enseignants, le pouvoir d'achat, l'écologie, la question du devenir de notre pays en matière d'énergie. Mais vous ne répondez pas à la question, est-ce qu'il faudra que les candidats moins bien placés se retirent en faveur du mieux placé ? Je réponds que si on veut gagner, il faudra qu'on soit ensemble. Cédric Van Stevendel, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.